Bien. Bonjour à toutes et à tous pour cette seconde vidéo de ces différents modules de vidéo qui, je l'espère, aideront certains ou certaines dans le cadre de la préparation de concours d'éloquence, de prise de parole en public, en art oratoire. Donc, l'objet principal de cette vidéo-ci va être la question de préparer le plan, un plan destiné à l'oralité, un plan destiné à l'oral, un plan destiné à vous servir de recours, de fil d'Ariane, lorsque vous aurez à intervenir à l'oral, étant entendu que ce ne sera pas la même chose qu'un plan à l'écrit, même s'il y aura des similitudes. Donc ce plan qui doit permettre, conformément à ce qu'on avait expliqué dans la première vidéo, finalement de ne pas être dans le discours intégralement rédigé. Donc pour petit récap, petit rappel, si j'ose dire, dans les épisodes précédents, nous avons pu voir l'importance qu'avait pour l'éloquence, pour l'art oratoire, d'être véritablement le plus possible dans le discours, dans le dialogue et non dans la déclamation d'un texte intégralement rédigé qui, par essence, manque de créativité, manque d'authenticité, manque de création, parce que la parole est faite pour moitié de vous, lorsque vous prendrez la parole, et pour moitié de l'auditeur. L'auditeur, l'auditoire veut qu'on lui parle. Il veut être partie intégrante de la création du discours. Sans quoi, son attention vacille et très vite s'efface. Dans la première vidéo, je vous disais l'importance notamment des mots, de s'atteler quotidiennement à essayer d'enrichir son vocabulaire, aussi inhabituel qu'une telle proposition puisse vous sembler, et je l'entends, ce n'est pas quelque chose qu'on entend très souvent. Néanmoins, je vous invite foncièrement, et c'est pas c'est vraiment les plus grands orateurs qui nous ont offert en héritage quelques écritures sur comment tendre vers l'éloquence. Ils sont innombrables. Mon but dans ces vidéos, c'est de vous partager un peu d'expérience personnelle, beaucoup d'expérience des autres, une forme de synthèse de toutes ces années de lecture. Je vous évoquais l'importance des mots. Je voudrais juste, sur ce point, vous lire un petit extrait du livre que j'évoquais dans la première vidéo de Clément Rosset, qui s'appelle tout bonnement « Le choix des mots ». Clément Rosset dit ceci: « Sans le mot qui seul compte dans l'expression d'une pensée, la pensée en question n'est qu'un pur fantôme en attente de corps. Là où les mots manquent pour la dire, manque aussi la pensée. » De telle sorte que il faut vraiment comprendre le lien consubstantiel qui existe pour l'orateur entre le pouvoir penser et le pouvoir dire. L'étendue de votre pensée n'est possible que grâce aux mots, et le côté confiant, sans être dans l'arrogance, mais le côté confiance en soi, ce qui fait qu'on n'a pas peur que les mots soudainement ne viennent plus, c'est justement d'être dans une fréquentation assez quotidienne, à défaut d'être journalière, avec les dictionnaires. Donc c'est un travail peut-être un petit peu long, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas en une heure que l'on peut advenir. On sait bien que, de surcroît, à l'ère du numérique où tout va très vite, on aimerait peut-être devenir du jour au lendemain, et si possible en dormant la veille. C'est un travail qui nécessite un peu de temps, mais ce n'est pas un travail fastidieux, c'est un véritable bonheur qui va rentrer dans votre vie lorsque vous ferez en sorte d'être dans la fréquentation quotidienne des mots. Rappelez-vous encore une fois la phrase de Nietzsche, que ce qui compte, ce n'est pas tant ce que l'on fait dans les heures où tout le monde voit, où on est en lumière, ce qui compte véritablement, les heures décisives, c'est ce qu'on fait dans l'ombre, écrit le philosophe allemand dans son Zarathustra. Voilà. Après, que ce soit clair, tout est lié, dans le sens où quelqu'un qui veut véritablement devenir bon orateur, ce n'est pas simplement travailler une intervention, une plaidoirie ou que sais-je,
c'est un travail de longue haleine. Le meilleur compliment à titre personnel qu'on m'ait fait, c'était une fois un jury, un des juges m'avait dit « Il y a plus de facilité pour vous parce que vous êtes dans l'improvisation ». Et le président du tribunal à l'époque lui avait dit « Vous vous trompez, il travaille ce discours depuis certainement 2-3 ans ». C'était exactement ça. Je travaillais plus finalement que ceux qui travaillaient davantage leur texte. Mais parce que le premier ustensile vital de l'orateur, c'est lui-même, c'est ce qu'il a dans sa tête. Tous les orateurs vivants ou qui nous ont quittés invitent avec force celui qui veut devenir orateur à être dans la fréquentation quotidienne de la culture, à être un amoureux des lettres. Un bon orateur, c'est d'abord un homme de lettres. Il ne s'agit pas d'être un académicien, mais si on n'est pas dans la fréquentation, si on n'est pas quelque part intrigué, voire même parfois brûlé par le désir de connaître, de savoir, la culture, donc la littérature, qui donne du relief à nos dires, l'histoire, au moins l'histoire de France, tout ce qui va donner épaisseur et crédibilité, autorité à nos propos, c'est la culture au sens noble, les lettres et l'histoire. Sans ça, on n'a rien d'autre à raconter que l'immédiateté de notre vie. Or, parce que l'éloquence est intelligence, vous n'êtes pas sans savoir que le propre de l'intelligence, c'est de savoir mettre en lien, selon la définition. Donc, on ne peut pas mettre en lien rien avec rien. La culture est une condition sine qua non pour vraiment, sur le long terme, devenir un orateur. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être bon à 20 ans ou à 21 ans avec une culture modeste. Bien au contraire, on peut être très bon. Mais sur le long terme, il faut un peu plus que cela. Dans la vidéo précédente, on a évoqué les liens qui existent entre la poésie et l'éloquence. Et je vous disais que l'éloquence n'est pas un discours écrit, mais que l'écriture et l'oratoire entretiennent des liens charnels. J'ai failli perdre mon coude. Ouais. On investit dans des sièges de PDG, tout ça pour qu'on se fasse mal. En tout état de cause, il y a aussi un lien consubstantiel entre l'art oratoire et l'écriture. Ce sont deux frères, deux amis, mais qui ne doivent pas cohabiter au même moment. Mais prenez l'habitude d'écrire le plus possible. Parce qu'au moins vous êtes coutumier du fait de donner corps à votre pensée. Les mots savoir écrire et savoir dire, si ce n'est pas exactement le même exercice, l'un et l'autre dialoguent de manière continue. Et d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai évoqué dans la première vidéo, c'est pas bien grave, vous n'êtes pas sans savoir que pendant longtemps, la plaidoirie avait été évincée des tribunaux, notamment sous l'ordonnance criminelle de 1670. Dans les procès extraordinaires, dans la plupart des cas, la plaidoirie de l'avocat n'était pas permise, de sorte que l'accusé devait être entendu seul avec sa bouche devant ses juges, et est revenue donc cette habitude des mémoires judiciaires, les factums, écrits par des avocats ou des magistrats ou des écrivains ou des philosophes, qui avaient vocation à prendre la défense de certaines personnes. Donc je vous invite véritablement, si vous êtes un peu curieux, à aller lire les mémoires judiciaires, notamment celui d'un magistrat qui s'appelait Dupaty. C'est de l'éloquence pur jus, mais à l'écrit. Elles avaient vocation à être lues. Et donc, c'est véritablement intéressant. Mais il y a ce lien qu'on doit connaître entre l'écriture et l'éloquence. Ce n'est pas deux exercices ennemis, mais ils ne doivent pas cohabiter au même moment. Mais en tout état de cause, soyez rassurés, tout ce qu'on dit là, c'est pour qu'on puisse progresser sur le long terme, mais il n'y a pas besoin d'avoir 20 ans de fréquentation, de culture, de lettres, de dictionnaire pour faire un excellent discours sans écrire un discours. Pour la simple et bonne raison que, ça va être l'objet de cette vidéo, lorsqu'on maîtrise parfaitement un plan, son agencement, son déroulé, sa structure, on est apaisé, rasséréné, parce que c'est ce qui peut faire peur au possible si on n'a pas de discours écrit, c'est de se dire où je vais. Et est-ce que je ne vais pas tomber à un moment donné?
avec un plan clairement défini selon la méthode qui sera présentée ici, il n'y a pas de risque de tomber. Et donc, n'importe qui peut être bon. D'autant que, comprenez bien, que les idées que vous aurez pensées quand vous recevez un sujet 4 jours, 5 jours, une semaine avant, le sujet, à partir du moment où vous l'avez vraiment travaillé, où vous avez trouvé votre plan, les idées ont déjà pris corps. Vous les avez déjà pensées dans les mots, vous les aurez même déjà dit à l'oral, parce que vous vous entraînez tout seul à parler à l'oral, comme on l'a dit dans la première vidéo. Donc, foncièrement, les mots ne vont pas sortir totalement de nulle part. Simplement, vous leur donnez ce privilège de ne pas être enfermés, calfeutrés dans un discours intégralement écrit, ou pire, dans du par cœur. Mais les mots ne vous manqueront pas si vous avez bien travaillé votre sujet, si vous avez bien travaillé vos idées, si vous avez bien travaillé votre plan. C'est tout l'objet de cette vidéo. Concernant le plan donc, la règle des règles, disait Molière, je me demande si la règle des règles n'est pas de plaire. Dans le discours, la règle des règles pour le plan, c'est la clarté. L'éloquence ayant vocation à plaire, convaincre, enseigner, émouvoir, ne peut rien s'il n'y a pas pour l'auditeur, pour l'auditoire, un plan clair, de telle sorte que quelque chose de très intelligent qui n'est pas intelligible est sans effet. Donc la question que vous devez vous poser de manière continue, c'est: est-ce que je suis clair? Souvent, c'est ce qui fait défaut à nombre de candidats, c'est que, notamment ceux qui écrivent leurs discours, évidemment que la plupart du temps, pour nous, ce qu'on raconte, ça nous semble clair. Mais il faut se dire quelque chose de bête, c'est que l'auditeur n'est pas dans notre esprit. L'auditeur n'est pas avec nous lorsque l'on rédige notre plan. L'auditeur n'est pas dans le silence de notre âme. L'auditeur, parfois il y a des choses qu'on considère comme extrêmement claires, et puis lorsque le jury vous fait son retour critique, vous êtes étonné. On vous dit: alors ça, j'ai rien compris à ce que vous vouliez dire, alors que vous, ça vous semblait si clair. Donc il faut vraiment se poser la question de manière rigoureuse: suis-je clair? Est-ce que ces arguments-là sont limpides pour moi? Parce qu'en fait, tout l'art du discours, tout l'art du plan et de l'argumentation, c'est de prendre un jury d'un point A à un point B, de l'introduction à la conclusion, de l'exorde à la péroraison, sans que cet auditoire ait l'impression de devoir faire beaucoup d'efforts pour vous comprendre. Il faut que ce soit clair comme de l'eau de roche pour lui. L'auditeur est par essence paresseux. Ce que disait Nicolas Boileau du lecteur, rétif à applaudir. C'est exactement la même chose avec l'auditeur. L'auditeur, s'il sent qu'il va devoir un petit peu trop contracter son intelligence pour vous suivre, il va se lasser. Dans le cadre d'un cours magistral ou autre, s'il y a l'obligation de la compréhension, on va faire attention à se faire violence. Mais dans le cadre de l'art oratoire, d'un discours, d'une conférence, d'une intervention, il y a souvent moins d'obligations pour les personnes. Si elles ne veulent pas vous écouter, elles ne vous écouteront pas. Et de surcroît, à l'heure actuelle, les tentations pour écouter autre chose que l'orateur sont nombreuses. Vous le verrez lorsque vous prendrez part à des interventions, à des concours, à des conférences. Alors, en général, le jury est bien éduqué, donc il vous écoute, ou du moins fait mine de vous écouter. Mais alors, le public, il faut lui donner une bonne raison qu'il n'aille pas regarder son téléphone. Il n'y a rien de pire pour un orateur que l'indifférence. C'est Jacques Charpentier qui disait cela. Il vaut mieux sentir que l'on blesse, que l'on offense les convictions d'un auditoire que de sentir son indifférence. Le pire ennemi de l'orateur, ce n'est pas la réticence d'un auditoire, ce n'est pas l'adversité, bien au contraire, c'est l'indifférence. Quand on sent qu'on ne nous écoute plus, c'est là où on peut perdre ses moyens. C'est d'ailleurs pour ça aussi que c'est extrêmement compliqué de faire ce genre de vidéo. Je ne suis pas youtubeur, j'ai l'habitude d'un auditoire. Et là, je ne peux pas prendre le pouls de qui que ce soit. Mon iPhone a exactement la même tête qu'il avait hier, la même tête qu'il aura d'ici 1 heure. Mais c'est un exercice intéressant. D'ailleurs, je vous conseille au passage, par association d'idées, lorsque vous aurez l'occasion de faire des interventions, si vous voulez progresser, trouvez un moyen, par un ami, par une
de la famille qui vient vous voir, que sais-je, soit de vous enregistrer, soit de vous filmer. Lorsque vous-même vous préparez votre intervention, enregistrez-vous, ne serait-ce qu'en vocal. Ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'au moins les idées sont quelque part sans être pour autant figées dans l'écriture. Et puis surtout, ça vous fait prendre conscience de votre voix, de votre rythme. C'est un exercice difficile, je vous le dis tout de suite. On a envie de se tuer quand on s'entend. Ne serait-ce qu'une note vocale, parfois, on la trouve indigeste. Mais alors, s'écouter, s'enregistrer dans une plaidoirie, c'est très violent. En général, quand je fais des formations avec des personnes, à leur insu, souvent, je les filme. Parce que si je leur dis ensuite, le rythme n'était pas bon, tu as commencé dès le départ beaucoup trop haut, beaucoup trop fort, tu vas trop vite, ils vont l'entendre, mais vont-ils vraiment le recevoir de manière claire? Pas toujours sûr. Alors qu'en revanche, si vous l'enregistrez et que vous lui faites subir sa voix, là, véritablement, de manière consciente ou inconsciente, on fera vraiment attention et il y a une amélioration palpable. Donc si vous avez l'occasion, enregistrez-vous. Et si vous avez l'occasion, lorsque vous ferez des conférences, des concours, des interventions, demandez à ce que quelqu'un vous filme. Voilà. Pas pour la satisfaction narcissique, mais parce que vraiment c'est une invitation en général à voir ses défauts et à s'améliorer. Donc j'en reviens à la clarté, il faut emmener un auditeur d'un point A à un point B sans qu'il ait l'impression de faire un effort. Pour ceci, il y a ce qu'on pourrait appeler un plan type. Encore une fois, il est variable selon les circonstances, que vous êtes en concours d'éloquence pur jus ou en concours de plaidoirie, il y aura des variations, ou en conférence pour montrer la pertinence d'un produit, il y aura des variantes. Mais sinon, la mécanique, l'économie générale de ce plan-là a fait ses preuves depuis l'Antiquité. Il nous vient des plus anciens rhéteurs, jusqu'à nos jours, il est encore valable. Il se compose de l'exorde. Alors un exorde, appelez ça si vous voulez une introduction, de l'argumentation et de la péroraison. Je vais détailler chaque point, mais il fallait que ce soit dit, il n'y a pas de vérité absolue encore une fois, et de surcroît, comme j'ai pu déjà l'évoquer précédemment, les règles qui vont vous être proposées dans ces vidéos n'ont pas vocation à être vécues comme des obligations du droit positif. Vous êtes libre de vous émanciper de ces règles-là à 100%. Mais ce plan-là est véritablement quelque chose qui a vocation à vous aider de manière efficace pour être à l'aise à l'oral et pour pouvoir à la fois avoir une structure claire et à la fois être dans l'échange et le dialogue avec l'auditoire. Comme je vous le disais, un petit peu ce que je vais faire, ce que je fais là, j'ai devant moi des feuilles avec les points que je voudrais évoquer. J'aurais pu me contenter de les garder dans ma mémoire. Certainement qu'à force de faire des conférences, les points sont clairs et évidents. Oui, mais voilà, c'est tellement plus apaisant d'avoir ces feuilles en face de soi, comme ce fil d'Ariane, comme un rappel, comme une route tracée, comme un warning perpétuel. Et cela rassure et donc donne une liberté de ton qu'on n'aurait pas forcément, parce que si on se contentait juste de notre mémoire, il y aurait inévitablement cette petite peur qui viendrait, et si jamais l'idée s'envolait. Donc, exorde, argumentation, péroraison, on évoquera rapidement la question de la narration et de la réfutation. Ce n'est pas vital à chaque fois, mais ce sont des parties d'un discours. Alors, comment doit commencer votre discours et comment il doit apparaître sur votre papier? Je vous montrerai, je vous ai fait un exemple de ce à quoi ça doit ressembler. Une fois que j'aurai évoqué chaque chose en détail, je vous le montrerai. On fait avec les moyens du bord. J'ai une imprimante, mais comme on est en temps de confinement, je n'ai pas pu aller acheter d'encre, donc c'est manuel. Désolé. Votre discours doit commencer par l'exorde, l'introduction. Alors, avant même l'exorde, petit conseil, profitez toujours de la mélodie du silence qui vous précède. Je m'explique. Trop souvent, les candidats, entre le moment où les orateurs, entre le moment où ils sont appelés à prendre la parole et le moment où ils prennent la parole, ils ne laissent même pas une demi-seconde de battement. Dites-vous bien que le silence qui nous précède est plus éloquent que nous par définition. Le silence est une des plus belles musiques qui soit. Il faut prendre le petit silence juste avant de commencer à parler, qui sert
votre discours. Vous commencez à plaider, à discourir dans le silence qui précède votre parole. De telle sorte que si on vous appelle Monsieur Richard quelque chose, la parole est à vous pour 10 minutes, c'est quand vous voulez. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Non. Non, non. Il faut se servir de la musicalité du silence. Et en plus, il n'y a rien de mieux qu'un silence pour attirer l'attention. Comme si vous mettiez le temps en suspens avant de commencer. Il ne s'agit pas de faire un long silence digne de je ne sais quel éloge funèbre. On ne va pas faire une minute de silence. Mais il y a un petit quelque chose. Vous avez la parole. Vous comptez. 1, 2, 3. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal. Et là ensuite viendra l'exorde. Cette exorde, elle a un rôle clair et précis. C'est ce qu'on appelle communément la captation de bienveillance. Mais grosso modo, il s'agit, grâce à l'exorde, d'intriguer, de donner envie, qu'on vous écoute, de vous attirer la sympathie, la bienveillance, ou inversement d'être dans la provocation. Il faut véritablement, dans le début du discours, donner envie qu'on vous écoute. Pour ce faire, il faut comprendre que si vous êtes dans une annonce quasiment scolaire, certains, si vous commencez votre discours, comme c'est trop souvent le cas, Mesdames, Messieurs, ce sujet pose 2 questions principales. Il s'agit d'abord de voir si, ou même en moins scolaire, il ne faut pas faire ce genre d'annonce parce que ça donne un côté tout de suite un petit peu redondant, un petit peu scolaire et on se dit ça va être long. Il faut au contraire essayer de trouver le moyen dans l'exorde d'être évidemment dans le sujet ou dans son instant ou dans son instance, mais d'amener quelque chose. Si vous voulez, vous pouvez vous dire que le plan du discours en oratoire, prenez une métaphore culinaire. L'entrée a vocation à mettre en bouche, en appétit, à donner envie. Le plat de résistance doit être consistant. De la même manière, votre exorde doit donner envie et vos arguments doivent être consistants. Les idées, le fond doit être pertinent. Sinon, on sent bien que c'est du vent. Et la péroraison, si on file la métaphore culinaire, le dessert, ça doit laisser l'auditeur sur une touche un peu sucrée. J'aurai l'occasion de revenir sur la péroraison et l'argumentation, mais donc l'exorde. Alors, sans se perdre dans des termes savants, on va essayer d'expliquer. Il y a plusieurs formules possibles, plusieurs formes possibles d'exorde. Alors, l'exorde va être fonction de l'intervention que vous aurez à faire. On ne prépare pas une première phrase d'exorde, d'introduction, de la même manière lorsqu'on va présenter un projet professionnel, lorsqu'on va présenter une plaidoirie, lorsqu'on va présenter un sujet d'éloquence. Mais l'idée générale, celle d'intriguer, de donner envie, reste exactement la même. Alors, dans des cadres très conventionnels, il y a souvent cette idée qu'une partie importante du discours, une partie importante de l'exorde, c'est foncièrement de donner une goutte de modestie, presque une goutte d'excuse. Jean-Denis Bredin dit, qui est un immense orateur, avocat et académicien, discourir, c'est aussi un petit peu présenter ses excuses. Ce que cela veut dire, c'est que selon les circonstances, on peut avoir affaire à un orateur qui va donner une goutte de modestie dès le début de son intervention, ce qui finalement capte la bienveillance de l'auditeur, qu'on le veuille ou pas, aussi étonnant que cela puisse paraître. C'est pas de la fausse modestie. Par exemple, Albert Camus, dans le discours de Suède, célèbre discours, et j'invite véritablement à aller l'entendre plusieurs fois, il est sublime d'un point de vue rhétorique, d'un point de vue littéraire et d'un point de vue philosophique. Albert Camus commence son discours lorsqu'il reçoit le prix de littérature. En recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison tout artiste,
désire être reconnu. Je le désire aussi. Alors, je suis très loin de la beauté de la voix d'Albert Camus, je vous invite véritablement à aller le voir, c'est sur YouTube, mais voyez bien que ce que fait Camus ici, la récompense que je reçois dépassait mes mérites personnels. Je pense qu'Albert Camus y croyait, ce n'était pas de la fausse modestie, parce qu'il était sûr que le prix Nobel devait aller à, je ne sais plus à qui c'était, à Malraux, peut-être, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a cette idée que dès le départ, il présente ses excuses. Et puis ensuite, tout homme, et à plus forte raison tout artiste, désire être reconnu, je le désire aussi. Là, Albert Camus, clairement, dit « Je ne suis qu'un homme, tout artiste que je suis, j'aspire moi aussi à cette reconnaissance de mes pairs, comme tout à chacun. » Et donc, finalement, il réduit la distance entre son auditoire et lui, l'artiste. Nous sommes tous dans le même bateau, nous dit Albert Camus. Donc c'est une possibilité d'être dans le conventionnel. C'est pas l'exorde qu'il faut utiliser dans les discours, ça peut arriver en éloquence notamment. Je me souviens que j'avais une fois à traiter la vie à tel sens. Je vous avoue qu'avec un tel sujet, il y avait 1000 façons possibles de le traiter, mais en l'occurrence, c'était un auditoire quand même composé de gens qui, par essence, étaient certainement plus cultivés que moi. Mon jury était composé d'au moins 2 ou 3 philosophes, donc c'était pas évident. Il fallait que je précise immédiatement qu'en 10 minutes, j'aurais du mal à trouver réponse, puisque je devais répondre oui, à cette question qui obsède les philosophes depuis que le monde existe, grosso modo. Donc, j'ai commencé en disant quelque chose comme ceci. Voilà 5000 ans que les hommes se posent la question. Je vais essayer de vous répondre en 10 minutes. Ça va être compliqué, messieurs. D'autres ont essayé avant moi. Donc, je commençais en rappelant clairement, je suis à ma place et j'ai la lucidité de la modestie de ma condition comparée à ceux qui se sont posés la même question. Sinon, de manière plus pertinente, il y a l'exorde par une touche parfois d'humour ou de provocation, de subversisme mais jamais indélicat. Exemple typique, lorsque vous avez un auditoire, vous pouvez aller caresser ses convictions dans le sens du poil ou le prendre à rebours. Je donne parfois cet exemple lorsque je fais des conférences. J'ai été une fois invité à une espèce de manifestation oratoire qui tournait autour du féminisme et le jury était composé essentiellement de femmes. Je passais en dernier à cette occasion et puis j'avais prévu une petite phrase qui allait vraiment dans le sens de leur conviction, histoire de dire je viens en paix, nous sommes amis. Et puis les discours qui étaient là avant moi se sont un petit peu éternisés et je sentais bien que les juges n'étaient plus vraiment avec nous. Elles commençaient à être ailleurs, à divaguer. Et donc j'ai commencé mon discours de telle manière. Mesdames les juges, c'est un mâle blanc dominant qui vous parle, je pense que l'égalité des sexes est une ineptie. De toute évidence, elles étaient un petit peu interloquées, outrées par mon début, mais j'avais leur attention, c'est tout ce que je désirais. Dans la continuité du discours, j'arrondissais les angles, je revenais à une position plus orthodoxe, mais au moins j'avais capté la bienveillance. Ou récemment, l'humoriste Fari, je crois que c'est à la cérémonie des Molières, commence en disant « Salut les Blancs ». Bon, typiquement, alors ça, tout le monde ne peut pas le faire, mais l'idée que je veux que vous compreniez, c'est ça, c'est que l'exorde doit avoir vocation à être dans une forme de provocation délicate, d'humour savoureux. C'est des exemples qu'on peut tirer même dans les livres, dans la littérature. J'évoquais Albert Camus, je peux reprendre Albert Camus, qui a un exorde ex abrupto, c'est-à-dire qui rentre directement dans le cœur du sujet sans s'encombrer de préliminaires, dans le mythe de Sisyphe. C'est ce qu'on connaît le mieux de son œuvre d'ailleurs. Albert Camus commence directement, sans préalable, sans préliminaire. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Ça annonce la couleur d'entrée de jeu. Ou je peux vous donner un autre exemple que j'aime beaucoup du théâtre. C'est pour ça que je vous disais, la littérature, le théâtre aide foncièrement à développer certaines qualités. C'est Sacha Guitry, dans sa pièce « N'écoutez pas, mesdames ». Sacha Guitry commence comme ça. « Ne vous mariez pas. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse.
bien entendu, à la plupart des hommes, à ceux de mon espèce, tenez. C'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler, puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Alors, encore une fois, on a dit de Sacha Guitry qu'il était misogyne, etc. C'est du théâtre, mais l'idée, elle est là. Vous pouvez, dans l'Exorde, selon les circonstances, en prenant toujours en considération les circonstances, être dans une forme d'idées percutantes, de formules percutantes. Une vidéo sera consacrée en partie à la question de savoir bien trouver et bien rédiger des formules qui marquent. Là, ce sont des moyens. Donc il y a le moyen conventionnel, il y a l'humour, il y a la provocation, il y a la citation. Faites attention aux citations, ça peut être très très pertinent, une citation en début de discours, mais ça peut aussi vite faire poncif, sempiternel. Si vous prenez une citation, prenez garde que ce ne soit pas une citation qu'on ait entendue à nouveau. Si vous commencez votre discours par, je ne sais pas, mal nommer les choses, c'est accroître les ordres du monde, qu'on accordait d'ailleurs à Camus, qui n'était pas vraiment de Camus, on l'a tellement entendu que c'est devenu un petit peu, oui, poncif, formule plate, sempiternelle. Autre possibilité, question rhétorique, pour commencer un discours. Mesdames, messieurs les juges, avez-vous déjà connu une désillusion en amour? Mesdames, messieurs les juges, mesdames, messieurs, vous avez-vous déjà senti trahi? Blessé? Mesdames, messieurs, avez-vous déjà eu l'impression que le monde s'écroule en une heure? Voyez-vous, et là, vous enchaînez. Mais en fait, le départ doit donner envie qu'on vous écoute. Alors, il ne faut pas forcer le trait, hein. Si ça vient pas, mais c'est une possibilité. Donc, il y avait cette idée d'exorde ex abrupto, c'est-à-dire rentrer dans le vif du sujet directement. Il y a 1000 façons de présenter un sujet. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez. J'avais une fois dû traiter la fin du monde, point d'interrogation, et la fin du monde était écrit F-A-I-M. Notre duel, celui avec qui j'étais, on devait parler des déboires de la fin dans le monde. Il y a plusieurs façons d'entrer dans un tel sujet. Vous pouvez dire, comme beaucoup l'ont fait, mesdames, messieurs, c'est un sujet grave, c'est un sujet qui me touche. C'est un sujet grave, merci. On le pressentait déjà avant que tu nous le dises. Ou vous pouvez dire, Monsieur le Président, mesdames, messieurs du tribunal, aujourd'hui, 27 mars, 25 000 personnes vont mourir. Aujourd'hui, Monsieur le Président, au moment où je fais mon discours, il est fort probable que dans l'heure qui va suivre, 2 rues à côté, un homme va s'effondrer, une femme va s'effondrer, à cause de la faim. 9 millions de personnes par an, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges. 9 millions. Vous voyez, vous utilisez du chiffre, mais vous avez dit la même chose, que c'est un sujet grave, seulement vous l'avez dit un peu différemment. Autre exemple que je peux vous donner, lorsque je suis amené à faire des conférences, il n'y a pas longtemps, j'ai dû faire une conférence. Mon sujet, c'était « Qu'est-ce que l'éloquence ?» Mais on m'avait donné exactement 15 minutes. C'était une conférence où il y avait plusieurs intervenants. Bien, j'ai commencé comme suit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Voltaire a pu écrire dans ses correspondances à Frédéric II que pour comprendre ce qu'est l'éloquence, il faut toute une vie. Moi j'ai 15 minutes, ça devrait le faire. Il y a eu un petit rire qui est venu dans la salle et j'avais ce que je voulais, la captation de bienveillance. À la fois je les avais fait rire, à la fois j'avais dit que mon exercice va être infiniment périlleux car faire comprendre en 15 minutes ce qu'est cette chose qui obsède les hommes depuis des millénaires, c'est quand même très ambitieux. Et au passage, je vous dis quelque chose, souvent j'entends que des gens qui aimeraient faire, par exemple, il y a ce qu'on appelle dans les années étudiantes des procès fictifs. Souvent c'est dans des grands publics, on dit j'aimerais bien mais je vais commencer petit. Sachez que c'est beaucoup plus facile de faire une intervention devant 400 ou 500 personnes que devant 6 personnes. Oui,
Oui, oui, je sais, ça va paraître étonnant. Et peut-être que vous faites une tête étonnée derrière l'écran. On devient complètement schizophrène quand on parle à son iPhone. On s'invente des choses, mais c'est pas grave. C'est beaucoup plus facile. En fait, plus le public est nombreux, moins l'attention est palpable. L'attention est diluée. Vous ne voyez pas vraiment les regards sur vous. Vous voyez juste une masse informe. Et devant un public nombreux, il y a une bienveillance inexplicable qui s'installe. La moindre petite phrase déclenche le rire, alors que faire rire 6 personnes qui sont en face de vous, il faut vraiment être très très bon. Mais plus, c'est aussi Jacques Charpentier qui disait cela, plus le monstre a deux têtes, le monstre c'est l'auditoire, c'est une image, plus c'est facile. Et parler devant 3 ou 4 juges dans une grande salle ou dans une petite salle, c'est infiniment plus compliqué. Donc sachez ceci, si vous pouvez faire quelque chose devant 300 personnes, vous verrez, c'est encore plus facile. Et si vous faites des premiers exercices devant 4 ou 5 juges, dans une salle, eh bien sachez que vous avez fait l'exercice le plus difficile qui soit. Voilà pour l'exorde. Vous avez donc compris que l'exorde a vocation à intriguer, à capter la bienveillance. Il y a mille et une façons de le faire, par l'humour, par la provocation intelligente, jamais subversive au possible, du moins pas indélicate, par le pathos, vous pouvez être dans l'émotion, vous pouvez être dans la citation. Bref, il y a autant d'exordes possibles qu'il y a de discours. Simplement, il s'agit de ne pas être dans le trop scolaire, de ne pas être dans le poncif, de ne pas être dans l'annonce de plans barbante. Il faut donner envie qu'on vous suive. Après l'exorde vient donc ensuite la question de l'argumentation du discours. Alors là, il s'agit donc du fond. Que puis-je pour vous, puisque le fond dépend par essence du sujet qui sera le vôtre. Néanmoins, on peut dire 2 ou 3 choses. D'abord et avant tout, la règle des règles, c'est la clarté. C'est aussi la précision. Dites-vous que dans une intervention, si on parle des concours d'éloquence, vous avez en moyenne entre 7 et 10, 11 minutes maximum. Donc il faut faire le choix des arguments. Beaucoup de candidats font cette erreur grave, c'est qu'ils ont plein d'idées. Ils disent je ne peux pas renoncer à cette idée. Ils viennent et en 10 minutes, ils veulent vous servir 6 idées. Mais c'est beaucoup trop. Si vous voulez vraiment avoir le temps de développer une idée, vous avez besoin d'au moins 2 minutes pour développer cette idée. Sinon, on va avoir l'impression d'un catalogue d'images ou de phrases, mais qui n'apportent pas de vraie pertinence sur le fond. Donc, choisir, c'est renoncer. Lorsque vous préparez votre discours, lorsque vous préparez votre plan, votre sujet, beaucoup d'idées vont vous venir peut-être. Je vous le souhaite. C'est toujours plus agréable le trop-plein d'idées que la feuille blanche. Mais il va falloir à un moment donné renoncer. Lorsque vous mettrez vos idées sur le papier, vous allez vous retrouver avec peut-être 5-6 idées. Eh bien, vous regardez dans le détail lesquelles sont vraiment vitales, lesquelles sont vraiment pertinentes, lesquelles j'ai mis plus pour me faire plaisir à moi que véritablement pour apporter quelque chose à mon auditoire et être dans l'intelligence et la pertinence du propos. Choisir, c'est renoncer. Ce que disait Nicolas Boileau est valable pour l'orateur lorsqu'il s'adresse au poète qui a fait son œuvre. Ajouter quelquefois et souvent effacer. Il faut savoir renoncer. Et au fur et à mesure, vous allez vous retrouver donc avec 3 ou 4 arguments, ceux que vous avez estimés les plus pertinents, et c'est ceux-là qu'il faudra travailler pour qu'ils soient d'une clarté absolue dans votre esprit, pour pouvoir être clair dans l'esprit du juge. Donc, d'abord et avant tout, la clarté. Je vous disais, éviter les poncifs et les lieux communs dans l'exorde, c'est valable aussi pour l'argumentation. Je m'explique. Lorsque vous avez affaire à un sujet, notamment un sujet d'éloquence, c'est dommage, lorsque vous avez une tribune pour prendre la parole, d'aller dans le lieu commun absolu, dans le politiquement correct. Je ne compte plus le nombre de fois où des candidats sont venus à la barre pour nous dire qu'il faut sauver les dauphins, que le mal, c'est mal, et que le bien, c'est bien. Que l'égalité, c'est top, que l'inégalité, c'est pas cool. Merci, beaucoup. Tu repasseras. Vous avez l'occasion d'une tribune, vous avez le droit au subversif, à l'inorthodoxe. Vous avez le droit d'aller chercher un petit peu au-delà des sentiers battus. La parole, l'éloquence, l'intelligence ne peut pas être calfeutrée et enfermée dans une vision morale. Alors, à l'heure actuelle, au XXIe siècle, la censure du politiquement correct a été intégrée et ça s'en ressent dans les discours, dans les conférences, dans les concours d'éloquence. Les gens ont peur. On a l'impression qu'on est sur Twitter, qu'il y a Big Brother qui veille au-delà, qui attend que ça. Allez, fais un dérapage sur les juifs, fais un dérapage sur l'islam, fais un dérapage, bim, on tire.
vous avez le droit d'être impertinent avec pertinence. Il ne s'agit pas d'être dans le délictuel, évidemment, il ne s'agit pas de sortir des choses qui sont des infractions, il ne s'agit pas d'être dans la bêtise, si vous venez nous parler du complot judéo-macrono-sioniste, bon, évidemment que non. Mais quand quelque chose est bien fait, il n'y a pas de problème à ce que vous ne soyez pas en adéquation avec la pensée majoritaire. Ce que je veux dire aux candidats, aux futurs candidats, c'est sentez-vous un peu libre d'aller à rebours des idées dominantes. Il n'y a pas de mal à cela. Et inversement, si votre conviction, votre sujet vous amène à être dans l'air du temps, eh bien, dont acte, il n'y a aucun problème. Mais il faut simplement savoir parfois amener des idées reçues et des idées communes, mais sous un autre angle, qui donne moins l'impression de l'éternellement entendu. Là, récemment, dans les derniers concours, quand on voyait des gens qui venaient nous dire que c'est quand même scandaleux que Roman Polanski ait eu un Oscar, on peut le concevoir. On s'en fout de l'opinion de quelqu'un. On s'en fout. C'est comment tu le dis et à quel point c'est pertinent la manière dont tu le dis. C'est un des derniers concours que j'ai eu à juger. Ils avaient donné à une femme, alors je ne savais pas quelle est son opinion personnelle, j'en sais rien, mais c'était faut-il séparer l'homme de l'artiste. Évidemment, le lien avec Polanski était évident, mais là, deux choses. Notamment, elle a eu l'intelligence de ne pas aller là où on l'attendait, puisque le sujet ne parlait pas forcément que de Polanski, elle n'est pas allée sur Polanski. Donc ça, au passage, je vous le dis, dans l'argumentation, si vous pouvez aller là où on ne vous attend pas tout en étant pertinent, vous gagnez des points. Et ensuite, un autre candidat dans un autre concours, avec le même sujet, différemment, je crois, l'homme est-il différent de son œuvre, quelque chose comme ça. Il est allé sur Roman Polanski, mais il y est allé avec une telle intelligence que franchement, à titre personnel, à défaut de faire naître une autre conviction, il a fait mieux, il a fait naître en moi le doute. J'avais mon opinion sur le sujet, comme tout à chacun, que je ne confondais pas avec une vérité indépassable, mais il a présenté ça de manière tellement intelligente, alors qu'il était plutôt dans l'opinion majoritaire, mais il l'a amené différemment. Donc, que vous soyez dans le convenablement admis, dans le généralement admis, aucun problème, mais faites-vous violence s'il le faut pour amener ça un petit peu différemment. Et si vous avez, parfois il y a beaucoup de candidats qui me disent j'avais envie de prendre le sujet à bras-le-corps de cette manière, mais j'avais peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Osez le ton un petit peu moins habituel, tant que vous êtes encore une fois dans l'idée avec pertinence. Sur la rédaction en elle-même de ce plan, de ces idées-là que j'évoquais, clarté, il faut que la clarté soit dans votre esprit et sur votre feuille. De telle sorte que si vous faites un plan à l'écrit par exemple, le titre du plan va dire l'idée que vous allez développer, mais pas forcément la même chose. Alors que dans le plan pour l'oralité, faites en sorte que les mots qui sont sur le titre 1 soient les mots que vous allez utiliser. Parce que si le titre, c'est d'autres mots, même si c'est la même idée, ça va nécessiter encore un petit temps de réflexion. Il faut que ce soit clair et limpide. Le but, c'est qu'un seul petit coup d'œil, un droite-gauche sur votre feuille, vous savez déjà où vous devez aller, vous vous rappelez de quelle est votre idée. Donc évitez d'écrire une phrase trop longue qui nécessite « Ah oui, c'était ça mon idée ». Non, non, il faut que ce soit clair, direct. Là, par exemple, hop, j'ai mon truc, argumentation, titre, apparent. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que le titre doit être apparent, tel qu'il va être conçu dans les mots. Si je veux dire la musique, je sais pas moi, un sujet sur la musique, sans musique, la vie n'est qu'une erreur, disait Nietzsche. Sur le plan, il faut qu'il y ait musique, Nietzsche, erreur. Au moins ça, c'est 3 mots en gras pour que tout de suite, ça fasse le rappel. Pas une phrase qui dirait l'idée, mais sans vraiment les mots pour la dire. Il faut que le plan soit vraiment clair dans l'argumentation, dans le vocabulaire, et que les mots qui soient sur le papier soient les mêmes que ceux que vous allez utiliser, parce que c'est plus simple pour vous et que c'est infiniment rassurant. Donc clarté, évitez les poncifs, oui au subversif intelligent, que l'idée, que les mots apparaissent de manière réelle sur votre papier. Se pose ensuite la question des liens logiques. Alors pour les juristes qui verront cette vidéo, vous le savez qu'on nous rabâche qu'il faut des transitions. À l'oral aussi, les transitions logiques peuvent infiniment servir. Et par définition, si vous avez bien pensé votre sujet, souvent, d'une idée va en découler une autre,
ou une similaire par association d'idées. Donc dans le meilleur des cas, si vous pouvez faire pour votre auditoire des transitions logiques de votre 1 à votre 2, de votre 2 à votre 3, faites-le. Si les idées n'ont rien à voir entre elles, c'est aussi possible, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est d'être assez habile pour bien montrer qu'on est dans une autre idée, dans une autre partie, sans pour autant utiliser des formules trop scolaires, comme on le disait tout à l'heure. Si par exemple vous dites, nous verrons maintenant que l'auditoire va savoir que vous passez dans une autre idée, mais cela est un petit peu trop téléphoné, un petit peu trop visible. Donc on peut le faire de manière plus dissimulée. Je sais qu'il m'arrive souvent de le faire, si vous voulez, un peu comme souvent on vous dit les magiciens, lorsqu'ils vous montrent cette main-là, c'est avec cette main-là qu'ils exécutent la chose. Typiquement, lorsque je n'ai pas de lien logique entre mes arguments, je vais aller dans mon idée 1. Je ne sais pas si par exemple mon idée 1 c'était la définition même des termes du sujet. La fuite est-elle salvatrice? Exemple d'un sujet. Je prends la définition de la fuite, je prends la définition de ce qui est salvateur, je montre que les deux définitions s'embriquent parfaitement, et comme je suis à l'affirmative, j'ai un premier argument, un argument linguistique. Et si je veux aller ensuite sur un autre terrain, je ne sais pas, moi, le terrain militaire, il n'y a pas vraiment de lien logique entre les deux. Mais je vais trouver des formules, des liens par les mots. Par ailleurs, mesdames, messieurs, il m'arrive parfois de faire comme ça, de montrer deux. Je ne vais pas dire deuxièmement, mais le simple fait de matérialiser avec mes mains, l'auditoire va le voir sans vraiment s'en apercevoir. Mais il va noter, inconsciemment, j'envoie un message à son subconscient, on passe à quelque chose d'autre. Donc vous pouvez faire ça. Pas obligatoire, mais il faut juste que ce soit fait avec habilité. Par ailleurs, mesdames, messieurs, ça c'était mon premier point. Ensuite, mesdames, messieurs les juges, il y a un autre élément, c'est que lorsqu'on pense au domaine militaire, vous voyez, je suis sur l'autre argument, j'ai essayé de l'amener sans être trop dans une formule scolaire. Donc si des transitions sont possibles, faites-les. Sinon, il n'y a pas de drame. Trouvez juste une forme d'équilibre, une forme d'habilité pour pouvoir développer des autres arguments qui n'ont pas de lien logique entre eux, mais qui vont être dans l'idée, dans l'esprit de votre auditeur, extrêmement clairs. La question de la narration, de la réfutation, c'est des choses qu'on voit souvent. Alors qu'on s'entende rapidement sur ce que c'est, la narration notamment, il est parfois nécessaire, la narration dans un exercice comme la plaidoirie, il est nécessaire parfois de raconter ce qui s'est passé. Si vous avez, exemple typique, sujet de plaidoirie au pénal, on vous envoie un dossier une semaine avant, de meurtre, d'empoisonnement, de viol. Le rôle du procureur, ça va être quand même de rappeler les faits. Par essence, dans un tribunal, les magistrats connaissent le dossier parfaitement, ils ont déjà leur idée, mais le procureur va devoir quand même revenir un petit peu sur les faits pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Ça va être votre rôle si vous êtes procureur ou à la demande dans le cadre d'un concours. Le tout, c'est de le faire, alors vous n'allez pas lire les faits, mais il s'agit de les amener un petit peu de manière synthétique et percutante. Mesdames, messieurs les juges, on est un soir de 23 février. Monsieur Roland sort de chez lui, comme beaucoup de soirs. Il a vocation à promener Titine, le petit chien. Mais ce soir-là, ça va être un petit peu différent, mesdames, messieurs du tribunal. Ce soir-là, il va croiser cet individu, qu'on appellera Jonathan, sans raison claire, sans raison apparente. Jonathan va l'invectiver, le provoquer. Jonathan fait partie de ces hommes qu'on n'aimerait pas croiser le soir venu. Alors notre homme va répondre. Et là va commencer cette violence inexplicable, mesdames, messieurs. Cette haine sans raison. Vous voyez, vous expliquez, vous prenez les faits et puis vous les remettez un peu à votre sauce. Comme vous serez à la défense, il s'agit de relire les faits différemment.
un avocat célèbre disait un dossier n'a pas de vérité en lui-même, n'a pas de vérité factuelle. Tout dépend comment est-ce que vous mettez la lumière sur le dossier. Selon que vous soyez à l'accusation ou à la défense, le dossier ne dit plus du tout la même chose. Donc, racontez les faits de manière synthétique, claire et percutante. La question de la réfutation, ce qu'on appelle en rhétorique notamment la prolepse, faut-il essayer d'anticiper les arguments de l'adversaire? Là-dessus, vous verrez que il n'y a pas de vérité, encore une fois, absolue. Certains vous disent il le faut, d'autres non. Je pense sincèrement que ça dépend. Ça dépend du sujet, alors notamment en éloquence. En plaidoirie, c'est un peu plus facile d'anticiper, notamment lorsque vous êtes procureur. Mais qu'on s'entende, si vous avez un sujet de plaidoirie à traiter, il n'est pas rare, même dans la réalité des tribunaux, de voir le procureur, avec subtilité, anticiper sur ce que la défense va vous dire. Si on grossit le trait, grosso modo, vous allez avoir un procureur qui va vous dire « Alors, mesdames, messieurs les juges, c'est probable que la défense va essayer de vous expliquer à quel point l'enfance de Jonathan était malheureuse. C'est vrai que Jonathan n'a pas eu une vie facile. Est-ce que c'est suffisant? J'en doute. Alors on va vous expliquer qu'il a été traîné de famille d'accueil en famille d'accueil, que la deuxième famille d'accueil était violente. Mais ça reste un homme aujourd'hui d'une trentaine d'années, Jonathan. Il est capable de concevoir ce qu'il fait. Vous voyez, parfois vous pouvez, sans être trop long là-dessus, mais simplement ça amortit un petit peu le panache, l'effet de surprise de l'argument adverse. En éloquence, sujet d'éloquence, faut-il tenter d'anticiper sur ce que va dire votre adversaire? Ça dépend grandement du sujet. Il y a des sujets où vous pouvez vous dire, il y a quand même, c'est un pari à prendre, mais sur certains termes de sujet, il y a de grandes chances que l'adversaire, le contradicteur, vienne sur des arguments auxquels vous avez songé. Moi, lorsque j'étais à l'affirmative, je me posais souvent la question, comment l'aurais-je traité si j'étais à la négative? De telle sorte que je peux essayer d'entrevoir ce que va dire le contradicteur. Mais parfois, le sujet est tellement vaste, les termes sont tellement larges qu'il faut vraiment être chanceux pour tomber. Donc ne vous attardez pas à outre mesure si le sujet ne s'y prête pas. Je vais vous donner un exemple. J'avais eu à traiter « Le temps passe-t-il vite ?» Et j'étais à l'affirmative. Là, pour le coup, il y avait de grandes chances quand même, parce que c'est un réflexe de se dire que c'est pas le temps qui passe vite, le temps ne passe ni vite ni lentement, il passe. C'est notre perception du temps, a posteriori en général, qui nous fait dire c'est passé à la vitesse de l'éclair. Lorsque vous avez des vacances, si vous passez 3 semaines de vacances paradisiaques, génial, sur le moment le temps ne passe ni vite ni lentement. C'est après coup dans l'avion du retour que vous dites c'est passé comme un éclair. Ou lorsque vous parlez à une personne de 40 ou de 50 ans qui vous dit à profit de ta jeunesse c'est passé comme ça, c'est pas passé comme ça. C'est passé ni vite ni doucement, c'est le regard que l'on a a posteriori sur le temps. Donc ça, je savais que c'était inévitable que mon adversaire aille sur cet argument-là. Donc je l'ai pris, je l'ai anticipé, je l'ai déconstruit, j'ai accordé à ça à peu près 1 minute et demie, 2 minutes, et ça n'a pas loupé. Mon adversaire ensuite est venu sur cet argument-là. Alors il y avait un rictus qui s'est installé entre nous tous, parce que lui-même savait que je l'avais fait, mais il a quand même présenté l'argument. Bon. Si jamais ça vous arrivait, si votre contradicteur a déjà anticipé, 2 options, soit vous ne le traitez pas, cet argument-là, soit vous le traitez et vous dégommez ce qu'il a essayé de déconstruire. Pour reprendre notre exemple, le procureur nous a dit « La défense vous dira une enfance difficile ». Et monsieur le ministère public pense s'en sentir à bon compte juste parce qu'il vous l'a évoqué. Mais oui, monsieur le procureur. Oui, je vais évoquer l'enfance difficile. Et non, c'est pas aussi simple que ça, monsieur le procureur de la République. Non, il ne suffit pas d'évoquer quelque chose, de dire on vous dira ceci, comme si c'était suffisant. L'enfance d'un homme, c'est devenu tellement répété dans les tribunaux, messieurs les juges, qu'on a l'impression que c'est une formule toute faite, un effet de manche. Bah, il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le détail, parce que ce qui est banal, c'est de croire que c'est trop banal. Je vais vous parler de son enfance, messieurs les juges. Et je vais vous montrer à quel point il y a un lien consubstantiel entre ce qui s'est passé ce soir-là
ce qu'il a vécu. Ça n'excuse pas, ça ne pardonne pas, mais je veux que vous compreniez l'homme que vous aurez à juger. Donc, assumez, oui, il en a parlé, oui, il a anticipé, mais un peu, quitte à utiliser la mauvaise foi. Vous voyez, c'est quelque chose que vous verrez chez Schopenhauer. D'ailleurs, je vous conseille le livre de Schopenhauer, il a été notamment réédité avec des espèces d'explications d'un professeur de rhétorique dont le nom m'échappe, Guillaume Prigent je crois, c'est très bien écrit. Moi c'est pas le Schopenhauer qui me fait vibrer, ce Schopenhauer là, mais il est quand même utile. Voilà, je vous le montre, c'est celui-là notamment où il donne des stratagèmes, vous verrez, le recours à la mauvaise foi est grandement encouragé par le philosophe. Donc vous pouvez, mon contradicteur a dit ceci, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire. Mon contradicteur a défini ceci comme cela. Mais il y a une erreur dans la définition du terme, cher contradicteur. Messieurs les juges, vous voyez, quitte à être dans la mauvaise foi, donc ces deux options-là, en termes de réfutation, vous pouvez rentrer dedans, ou vous pouvez décider de l'évincer, c'est à vous de voir. Je conseille quand même de le garder, parce que vous avez très bien argument, simplement, il est venu sur votre terrain, il a voulu vous couper l'herbe sous le pied, bah refaites pousser l'herbe, montrez-lui que là où il a pensé raser la chose, vous allez faire un champ magnifique, vous lui rentrez dedans, et comme ça, on ne dira pas que le contradicteur vous a mis KO par avance. Enfin, et ce sera la dernière partie de cette vidéo, et c'est d'ailleurs la dernière partie du discours, la question de la péroraison. Alors, qu'est-ce que la péroraison ? Maurice Ougardi, un philosophe qui a écrit sur l'art oratoire dans un livre magnifique, sublime, L'art de la parole en public. Il s'agit de parler à l'âme de ses auditeurs une dernière fois avant de prendre congé, dit Maurice Ougardi. La péroraison, mesdames, messieurs, la fin de votre intervention a vocation à véritablement marquer l'auditeur. Vous marchez par symétrie, il faut qu'on se souvienne de votre exorde et de votre péroraison. Il faut que l'exorde donne envie de vous suivre, d'aller avec vous, et il faut que la péroraison nous donne ce goût presque amer que vous arrêtiez de parler, ou ce souvenir agréable de votre dernière phrase. Alors pour faire une bonne péroraison, il y a notamment, encore une fois, comme pour l'exorde, l'art de la formule, qui sera l'objet d'une autre vidéo. Mais foncièrement, le but, il est là. Il est de finir sur une touche sensible peut-être, pertinente. Et là encore, des éléments utiles pour l'exorde peuvent être utiles pour la péroraison. Exemple, je vous le demande, est-ce que vous allez condamner un innocent ? Question rhétorique, vous pouvez finir là-dessus. Ou alors avec une formule dont on parlera. Typiquement, ce que je vous demande, mesdames, messieurs les juges, c'est peut-être un peu plus que de la justice, c'est de la justesse. Vous pouvez jouer sur les sonorités, jouer sur les mots, mais il faut une formule qui reprend l'idée ou qui, d'une manière ou d'une autre, sublime ce que vous avez dit. Certains encouragent de faire un récap de votre argumentaire. Oui et non, c'est-à-dire que ça peut être très fécond et très utile au fur et à mesure et même à la fin de redire les arguments, mais il faut que ce soit là encore dissimulé, c'est-à-dire donc il y a ceci, il y a cela et cela. Et enfin, mesdames, messieurs, et là vous allez, là oui pourquoi pas, mais certains font des choses du style, donc si nous récapitulons, je tiens à vous rappeler, mesdames, messieurs, ce que nous avons dit ce soir. Je vous ai dit dans un premier temps que, nanana, je vous ai dit dans un second temps que, je l'ai vu d'innombrables fois, et ça, franchement, c'est fastidieux et voire un petit peu blessant pour l'auditeur, parce que si tu viens de nous le dire, sauf à avoir un Alzheimer précoce et grave, on s'en souvient encore. Si tu as besoin de le répéter trop clairement, c'est que tu l'as peut-être pas suffisamment dit clairement dans le corps de ton discours. Donc oui, à une forme de rappel des arguments, mais avec une forme, encore une fois, de subtilité. Ne pas être dans une répétition un peu bourrin, si j'ose dire. Dans la péroraison, que ce soit sur votre conclusion ou sur votre dernier argument, mais notamment pour la péroraison, il faut annoncer à l'oreille de l'auditeur que vous allez sur la fin. C'est vital, pour deux raisons simples. La première, c'est que ça réveille l'attention.
de vous dire ceci pour clore, mesdames, messieurs, ça réveille l'attention. Si vous aviez perdu 2 ou 3 personnes au passage, en cours de route, vous allez les reprendre. Parce qu'on se dit toujours, ah bon, allez, c'est fini, je tends l'oreille pour ce qu'il va dire à la fin. C'est comme ça, c'est un réflexe. Donc, ça réveille l'attention. Ou si on vous a suivi et que vous dites c'est la fin, on va quand même encore plus se concentrer sur ce que vous allez dire. Et aussi parce que ça permet à l'auditeur de savoir qu'on est sur la fin. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui finit son discours sans qu'on soit sûr. Et alors ça, c'est ce que j'ai vu, je crois, le plus grand nombre de fois. Lorsqu'un orateur fait son discours et qu'il n'a pas annoncé qu'il allait sur la fin, ni de manière verbale, ni au moins dans le ton, j'aurai l'occasion de vous reparler du rythme dans le discours, dans une autre vidéo, il faut toujours que le ton, le rythme soit en adéquation avec le moment du discours. Si vous n'annoncez pas à l'oreille que vous êtes sur la fin de votre discours en baissant le ton, ou faire une envolée, parfois c'est aussi possible, mais il faut l'annoncer par le ton et par le verbe que vous êtes sur la fin. Parce que sinon on ne sait pas. Et je vous disais, je ne compte plus le nombre de fois où on se regarde dans l'auditoire, le type arrête de parler, on ne sait pas si c'est un silence qui appelle une autre idée ou si c'est la fin, et donc vous avez des... Ouais, mais c'est un applaudissement un petit peu bancal, on ne sait pas trop. Donc maîtrisez votre fin, maîtrisez votre atterrissage. Si vous prenez l'avion avec un pilote, l'envolée est super, le décollage se passe parfaitement bien, le voyage aussi, sans turbulence, sans rien, mais qui vous fait un atterrissage cataclysmique, vous allez perdre la vie, vous vous souviendrez que de l'atterrissage catastrophique. Donc soignez votre fin, soignez votre sortie de scène, comme dirait l'artiste. Donc pour ça, il y a les formules qu'on évoquera dans une autre vidéo. Mais voilà, il faut savoir que la péroraison est un moment vital parce que c'est ce sur quoi vous laissez votre auditoire. Et vous devez annoncer cette péroraison tant par les mots que par le rythme. Vous allez vers la fin. Il faut que l'oreille de votre auditeur le sache.